Hello les performeurs, vous êtes sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast belge dédié à la préparation physique et aux sportifs de haut niveau. Mon nom c'est Gaspard Lally et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur notre épisode numéro 36 des podcasts de Belgium Performance. Et aujourd'hui, on reçoit une Française cette fois-ci, donc pas une Belge, pour parler de sport de haut niveau et plus particulièrement, comme avec Cécile, de rugby à 7. Cet épisode se fera en français. Donc je suis très heureux d'accueillir l'ancienne capitaine de l'équipe de France féminine A7, Fanny Horta. Bonjour tout le monde. Est-ce que Fanny, bienvenue, et est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Fanny Horta, je suis donc, comme tu l'as dit, une ancienne joueuse de l'équipe de France de rugby à 7, capitaine pendant plusieurs années, sous contrat. Voilà, j'ai commencé le 7, j'avais une vingtaine d'années et ça s'est poursuivi, ça m'a suivi jusqu'à la fin de ma carrière. T'as quel âge maintenant ? 36. Pendant 16 ans, t'as fait du 7 ? Ouais, pendant 16 ans à peu près, j'ai fait du 7, ouais. Après, j'ai commencé le 7 de manière professionnelle depuis peu, au final. Quand on regarde, ça a commencé à partir de 2013, donc c'était hier par rapport à d'autres disciplines. Ouais. Mais ouais, ça fait maintenant quelques années, ouais. On va retracer ton parcours au fur et à mesure. Donc, comment tu as commencé le rugby ? Est-ce que tu avais fait d'autres sports avant ? Qu'est-ce qui t'a guidé vers ça ? Alors, j'ai commencé le rugby à l'âge de 7-8 ans, donc forcément à l'école de rugby de mon village. C'était pas forcément une volonté première en soi, dans le sens où on m'a plutôt amenée vers cette discipline parce que j'avais l'habitude de m'amuser avec les copains avec les garçons. Ouais, les garçons, les coéquipiers, les enfants des coéquipiers de mon père, qui était lui-même joueur de rugby. Et du coup, voilà, on a proposé à mes parents de m'y inscrire le mercredi pour pouvoir continuer en fait cette discipline. Et au final, j'ai de suite été happée par cette passion. Donc, tu as fait, j'imagine qu'à l'époque, au rugby féminin, il n'y avait pas grand-chose. Ouais, non. Même quand tu étais jeune, donc tu as fait toute ta formation chez les garçons. Ouais, tout à fait. J'ai fait l'école de rugby jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc, je faisais partie de la dernière génération à avoir l'autorisation encore de jouer jusqu'à 16 ans avec des gars. Et du coup, j'en garde un super souvenir. Et après, il y a eu très rapidement cette transition chez les féminines, où là, pareil, à l'époque, il n'y avait pas de cadettes. Donc, du coup, on passait de suite à 16 ans de cadet à senior. Donc, j'ai de suite basculé dans le côté assez particulier parce que pour moi c'était le rugby masculin. Enfin, en tout cas, j'évoluais tellement bien avec mes copains que j'avais même pas l'idée en fait qu'il y ait une équipe féminine senior. Tu pensais pas, quoi ? Non, ça a été la découverte, et c'est peut-être aussi parce qu'il y avait très peu de publicité, ou en tout cas de médias par rapport à ça, d'informations. Donc du coup, pour moi, quand on m'a dit, voilà, il faut que t'arrêtes, ok, d'accord, mais je vais aller où ? En fait, il y a les seniors à côté. Ah non, en fait, ça va pas être possible, je vais rester avec les garçons. Ils m'ont dit non, là, il va falloir que tu bascules. Ça commençait vraiment, la différence commençait à se faire sentir. C'est sûr, je pense que c'est vraiment l'âge limite, et maintenant ça a été décalé. Donc, encore plus jeune ? Ouais. Tu penses que ça t'a apporté beaucoup d'avoir pu progresser avec les garçons ? Parce qu'il y a beaucoup de joueuses féminines, enfin de joueuses tout court en fait, qui ont ce parcours-là. Ma sœur a fait la même chose. Et on voit vraiment des différences. Les filles qui ont joué avec les garçons, bon, sûrement parce qu'elles ont pratiqué plus tôt, j'imagine, mais il y a quelque chose en plus. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Le fait d'avoir effectivement commencé avec les garçons signifie aussi qu'on est sur cette génération-là où on a commencé tôt. Moi, ce que ça m'a apporté, j'ai peut-être envie de dire sur le caractère, peut-être le fait d'avoir un caractère peut-être un petit peu plus fort. Alors je pense pas que il le soit moins si une jeune fille commence par le rugby féminin, mais en tout cas c'était une période où en fait il fallait beaucoup montrer ce qu'on valait, parce que on était entouré que de garçons, et donc du coup il y a cette envie, ou en tout cas ce besoin de ne pas être comparé systématiquement au fait qu'on soit une fille. Et du coup, je pense que ça nous pousse aussi dans des zones d'inconfort qui nous amènent à nous révéler davantage, et je pense nous permet aussi de nous développer. Donc ouais, je pense que c'était plutôt la période en soi qui était
qui m'a permis d'acquérir peut-être un caractère un petit peu plus fort. T'as un fort caractère? Alors, fort, je le vois pas forcément comme quelque chose de péjoratif. Je pense que toi non plus, mais c'est un caractère assez trempé, en tout cas dans ma façon de voir le rugby. Et c'est peut-être aussi ce que j'ai essayé d'amener en étant capitaine au sein de l'équipe. C'est le fait de jamais rien lâcher. Cette relation de confiance aussi, je trouve que c'est quelque chose qui m'a vachement marqué en fait dans mes années d'école de rugby, le fait d'avoir l'impression d'être avec des frangins et de m'éclater là-dessus, quoi. La partie famille, quoi, cette valeur qu'on retrouve quand même souvent. Finalement. Ouais, je pense que c'est quelque chose aussi qui nous permet des fois de nous dépasser, de passer certains paliers. Je trouve que la relation de confiance et de bienveillance, elle est super importante. Exactement. Tu arrives donc chez les dames, je sais pas comment on dit ça à ce moment-là. Ouais, les femmes, dames. Chez les femmes, les dames, dans cette catégorie-là. On sait maintenant, tu as joué pour l'équipe de France, mais à ce moment-là, encore une fois, est-ce que ça te passait par la tête et surtout, quand c'est arrivé, comment c'était? Parce que tu as tout vécu finalement, de l'amateur à professionnel. Ouais, l'équipe de France est arrivée assez vite, entre guillemets. J'ai commencé à 18 ans. J'avais fait quelques sélections, j'en avais 17, donc j'étais pas sélectionnable. Donc il fallait attendre. Ça a été une surprise. Et en même temps, c'était presque c'est chouette, je vais continuer à jouer avec les copines parce que j'avais des copines qui étaient sélectionnées. Donc voilà, ça a pas été... Dans mon souvenir, en tout cas de la façon dont je me remémore, j'ai pas eu l'impression d'avoir un gros stress par rapport à ça, parce que pour moi, c'était jouer au rugby et en fait ça allait être kiffant de pouvoir jouer contre d'autres nations qui peut-être ont un rugby qui est différent ou qui jouent complètement différemment. Et du coup, c'était plus beaucoup d'excitation que de pression, entre guillemets, potentiellement négative. Donc ouais, c'était de très très belles expériences. Et après, ouais, il y a eu cette découverte du 7 qui s'est fait un petit peu en même temps, mais sans qu'il y ait vraiment d'équipe de France. Donc il y avait à chaque fois ce petit va-et-vient où il y avait des petites piqûres de rappel où je disais putain, ce sport il est quand même vachement fun et tout, il est sympa, mais c'était que des petits stages, des entraînements, donc on n'avait pas encore vraiment goûté à la compétition. En quelle année, ça? Oula, c'était il y a un petit moment. Je devais avoir une vingtaine d'années, franchement, quand on a fait la première compétition européenne. Je pense que je devais avoir 23, ouais. Début des années 2000, quoi. Enfin, 2005. Ouais, début année 2000, ouais, carrément. Ouais. Ça a été vraiment les premiers moments où, les premières fois où vraiment il y a eu des compétitions qui se sont faites, où là, je me suis dit, ouais, franchement, ça c'est top. C'est top. À 15, tu jouais quel poste, en fait? À 15, je suis passée un petit peu par plusieurs postes. J'ai commencé en tant que demi-de-mêlée. Ensuite, j'ai évolué... alors, j'ai alterné après ensuite à l'aile et au centre, en tant que second centre. Ouais. Tout le temps, en équipe nationale, en club? En club, j'étais essentiellement second centre. Et en équipe nationale, j'étais essentiellement remplaçante ailière. À peu près, ça c'est comme ça. Et ton plus gros moment à 15, donc ça se termine par la Coupe du Monde? Ouais, la dernière sélection à 15, c'est la Coupe du Monde qu'il y a eu en 2010, qui se faisait en Angleterre. De manière internationale, c'est la dernière fois que j'ai porté le maillot de l'équipe de France à 15. Et après, j'ai continué sur quelques années avec le 15, avec le club. En club, ouais. Et puis c'est le 7 qui est arrivé, vraiment. Le 7 est arrivé vraiment. En fait, il y a eu vraiment un électrochoc en 2009 lors de la Coupe du Monde à Dubaï. C'était la première fois que l'équipe de France, enfin en tout cas qu'une équipe de France allait jouer une Coupe du Monde. Donc les Coupes du Monde à 7 avaient déjà débuté depuis, il y en avait eu déjà 3-4 en amont. Et là, en fait, on avait réussi à se sélectionner pour cette Coupe du Monde. Et ouais, clairement, ça a été vraiment un électrochoc de découvrir en fait tout l'univers du rugby à 7
Plus à Dubaï. Ouais. Enfin, le tournoi n'était sûrement pas comme il est maintenant. Non, le complexe a énormément évolué, mais déjà à notre époque, c'était phénoménal en fait. Le nombre de personnes qui gravitaient autour du stadium, le nombre d'enfants, de jeunes qui étaient là pour voir leurs fans, leurs joueurs préférés et tout. En fait, on a eu l'impression que ça a donné, c'était vraiment que d'un seul coup, on ouvrait la porte sur un univers que on ne connaissait absolument pas, quoi. Et là, on a pris une grosse claque. Surtout que j'allais te demander, mais c'était complètement amateur le rugby pour toi à ce moment-là en France. Enfin, j'imagine vous vous entraîniez beaucoup, pas beaucoup, je sais pas trop. Non, on s'entraînait, on se retrouvait très peu. Donc il y avait des moments où on se retrouvait même pour le 15, hein, sur des stages. Ouais, même pour le 15, oui, bien sûr, l'équipe de France à 15. 2-3 fois semaine et puis on avait un suivi par un préparateur physique. Mais après, le reste du temps, c'était dans nos clubs en fait qu'on évoluait et qu'on on faisait toute notre prépa et notre rugby, notre jeu, quoi. Donc c'était assez délicat. Il fallait être assez réactif dès qu'on se retrouvait parce qu'il fallait perdre le moins de temps possible pour retrouver des automatismes. Il y avait aussi cette dynamique de groupe qu'il fallait retrouver assez rapidement aussi. Donc ça demandait, je pense qu'en termes d'énergie, c'était assez coûteux parce que très vite, il fallait rentrer dans un objectif de performance. Non, t'avais pas le temps, quoi. Ouais, et voilà, c'était assez exigeant, mais l'événement amenait en fait cette excitation qui faisait que il y avait tout un truc qui se mettait en place et déjà la cohésion, l'esprit de groupe, la dynamique, souvent l'excitation de l'événement, de l'objectif sportif, des fois ça coule de soi, mais enfin ça va, c'est assez naturel, mais après voilà, c'est tous les automatismes rugbystiques qui étaient par contre assez compliqués. Et surtout, c'est parce que je t'entends parler, mais tu dis que c'était totalement différent Dubaï. Est-ce que l'image aussi qu'il y a du sport féminin, du rugby féminin, changeait totalement? Parce qu'en France, je pense que le rugby féminin n'était pas très populaire, il y avait sûrement pas grand monde qui regardait ça. Et là, vous arrivez dans une Coupe du Monde où c'est un stade presque rempli pour pouvoir jouer, quoi. Complètement, oui. Non, mais c'est sûr que c'était vraiment la première fois qu'on jouait, face à autant de spectateurs et en plus attentifs au jeu. C'est pas juste des personnes qui étaient là autour du terrain et qui tournaient le dos. Voilà, il y avait aussi cet engouement là, et de voir que il y avait des personnes qui venaient essentiellement pour regarder aussi des équipes féminines. Donc ça aussi, de suite ça nous a happés et on a été assez impressionnés en fait de voir que dans l'hémisphère sud, c'était un sport qui était reconnu. Et le rugby féminin à 7 était considéré comme un sport, quoi. Comme une discipline. Ouais, voilà, non pas à part entière, mais tout à fait. Qui a sa place dans le système en tout cas. Exactement. Et donc c'est là que ça t'a frappé, on va dire, et que les projets se sont mis en place. C'est là que ça nous a frappé. On est rentré de Dubaï. On a eu un petit coup de mou parce que je pense qu'on a à ce moment-là vécu une expérience tellement folle que quand on est rentré et qu'on s'est retrouvé face en fait à notre réalité, où on s'est dit mais en fait on va continuer à se voir de temps en temps au compte-gouttes, à essayer de galérer avant les tournois en se retrouvant 10 jours avant ou en faisant des stages par-ci par-là. Je pense que ça nous a un petit peu marqué, et on a très rapidement en fait commencé à évoquer le fait de pouvoir se retrouver régulièrement, d'arriver à créer en fait une passerelle qui nous permettrait vraiment de pouvoir pratiquer le set de manière plus régulière. Et là a commencé à gamberger l'idée du semi-professionnalisme et du professionnalisme, sans vraiment qu'il y ait ce mot d'évoquer, parce que c'était encore tellement nouveau, mais par contre il y avait clairement cette volonté et ce besoin en fait de s'entraîner plus régulièrement ensemble. Mais là, à 15, il n'y avait pas de professionnel non plus. Non, toujours pas, non. Ouais. Non, le 15, ça s'est fait bien plus tard d'ailleurs. Mais ouais, non, c'est clair que c'était... après, c'était parce que c'était porté par des filles, à ce moment-là, qui avaient eu vraiment un coup de cœur pour cette discipline et qui avaient envie justement qu'elle soit mise plus en valeur et plus reconnue.
S'il y avait un peu non pas des tensions, mais une problématique face aux mecs qui, eux, sûrement étaient déjà professionnels à ce moment-là, et les filles qui l'étaient pas. Je dis pas une problématique, mais ça doit... Enfin, j'imagine que ça doit être pas facile de voir que des joueurs peuvent le faire et vous pas encore, et on sait pas pourquoi. Ouais, complètement. Et en même temps, c'est assez particulier parce que... Ils vont tirer vers le haut aussi, dans complètement, un sens. Complètement. C'est assez particulier parce qu'en fait, on s'est jamais vraiment posé la question, étant donné que ça ne l'était pas, professionnel, le rugby. Donc, il n'y avait pas en tout cas, dans ma tête, je ne me suis pas dit, c'est nous qui allons enclencher le truc. Ouais, c'est ça qui est fou. C'est que j'avais au coin de ma tête l'impression qu'à un moment donné, ça allait se faire et qu'un jour, il y aurait des joueuses professionnelles. Mais à aucun moment, je pensais que ça allait être nous qui allions déclencher la machine. Jouer, en fait. Ouais, en fait, je pense que ça s'est fait... tous les moyens soient mis pour que tu puisses pratiquer. Ça s'est fait vraiment étape par étape avec la volonté de jouer, de s'entraîner encore ensemble et encore et encore. Et là, en fait, on s'est retrouvés face à la seule option qui nous le permettait, c'était en fait de créer des contrats pro. Ouais. Et là, on s'est dit, en fait, il y a que cette solution. C'est vrai que le problème de cette discipline, c'est que tu dois faire le tour du monde. C'est ça. Tu fais le tour du monde et puis c'est une discipline où si tu t'y entraînes pas, c'est très compliqué après. Enfin, voilà, on va pas le nier. À l'époque, quand on s'entraînait à 15, c'était 2-3 entraînements par semaine. Dès qu'on partait en stage à 7, on passait à 2 entraînements par jour et l'intensité était complètement différente de ce qu'on pouvait vivre en entraînement. Donc en fait, on se rendait compte que au bout d'une semaine, on avait acquis, on avait évolué énormément et on s'est dit, mais en fait, si en 2 semaines on arrive à progresser comme on le fait là, et je pense qu'on peut faire un truc énorme si on est réunis à longueur de temps ensemble, quoi. Il y avait déjà le World Series dans ces années-là, 2010, 2011. Je sais que chez les mecs, il y avait évidemment un semblant, enfin non pas un semblant. Non, il y avait le World Series. Mais je sais pas si chez les femmes ça existait. Il y avait, mais on n'en faisait pas partie. On était invités. D'accord. Mais il y avait quoi, 4, 5, 6 équipes? Il y en avait quelques-unes. T'avais, je veux pas dire de bêtises, hein, mais t'avais la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, l'Angleterre, il me semble. Donc vraiment la France s'y est mis... Ouais, nous on s'y est mis en fait, sur le tard. Comme beaucoup de gens j'imagine, mais c'est les JO 2016 qui ont dû... Enfin, l'acceptation de la discipline aux JO qui a dû débloquer ou lancer vraiment les projets, quoi. Ça a effectivement débloqué pas mal de situations. Ouais, ça a plutôt aidé, effectivement. Après, il a fallu quand même réfléchir à la façon dont on allait construire aussi le projet, la façon dont les contrats allaient se créer. Et là, c'est vrai que je pense que on peut féliciter effectivement l'ensemble du groupe, que ce soit staff et joueuses, pour avoir porté ce projet jusqu'au bout. Parce que j'imagine passer pro, ça se fait pas en un jour. C'est pas... Début de l'année 2012, vous avez 17 contrats. Ah non, on a commencé, on était 2 avec Rose Thomas, qui était bordelaise, qui l'est toujours d'ailleurs, et on est monté sur Paris en se disant que c'était le seul moyen de pousser de donner un petit coup de pouce à la fédération pour commencer à entrevoir les premiers contrats professionnels. Ouais. Donc à l'époque, c'était Pierre Camus qui était président de la fédération française. Qui nous a vu arriver du coin de l'œil en se disant bon, alors on va voir si déjà elles vont tenir toute la saison, parce que du coup on s'entraînait avec les garçons. Tu faisais partie donc avec Rose, c'est ça, des 2 premières femmes professionnelles dans le rugby. Ouais, exactement. Ouais, Vous étiez que 2. On était que 2. Le rugby à 7, faut pas être beaucoup. Ouais, non, là il manquait un petit peu de monde. Et puis après, c'est vrai que oui, on était 2, malgré que il y ait une volonté de la part de beaucoup de filles de nous rejoindre, mais c'était tellement flou en fait. Comment vous avez été choisis? Enfin, tu vois, pourquoi toi et pourquoi... On n'a pas été choisis en fait. Je me souviens d'une conversation téléphonique avec notre entraîneur, David Courtex,
Il n'y avait plus personne. Non, c'est je suis désolé, bon, il n'y a plus que toi. Ouais. Non, même pas. Non, en fait, je lui ai dit, écoute, moi, franchement, s'il faut monter sur Paris pour, c'est ça, je pense, pour faire bouger le truc. À ce moment-là. Ouais, bah, en tout cas, c'était un choix. Et le choix, enfin, j'étais déterminée, quoi. Ouais, mais à ce moment-là. Ce que je veux dire, je le voyais pas spécialement comme un sacrifice. Plein de filles qui pouvaient pas, en fait, se dire, j'arrête mon travail. Complètement. J'arrête Ça, c'est sûr. C'est pour ça que c'est, enfin, je le vois vraiment comme un choix. Moi, je me suis dit, en fait, là, j'ai l'opportunité, sur cette année, de monter sur Paris. J'avais mis entre parenthèses mon école d'infirmière parce que à ce moment-là, la Coupe du Monde en 2013, 2012-2013, se faisait sur ma dernière année d'école d'infirmière. Et la structure dans laquelle j'étais à ce moment-là m'avait dit, bon, c'est simple, Fanny, c'est soit tu passes ton diplôme, soit tu fais ta Coupe du Monde. Et là, je leur ai répondu, comment on fait si je fais la Coupe du Monde? Et là, ils m'ont répondu également que c'était remettre un an de plus la saison d'après. Donc j'étais sur une année où je savais que j'allais pas avoir l'école d'infirmière. Il y avait un transfert de dossier qui devait se faire sur Paris, donc j'allais avoir un an de battement entre le moment où je faisais la Coupe du Monde et le moment où je reprenais ma dernière année. Les pièces se sont mises dans le bon ordre. Et je me suis dit c'est là qu'il faut que ça se fasse. À ce moment-là, Rose Thomas, sans qu'on se soit consulté du tout, a eu à peu près la même conversation avec David, du style moi, j'ai mon diplôme d'infirmière. Donc elle était infirmière. C'était pas prémédité du tout, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Elle était infirmière. Elle a dit clairement, moi, j'ai pas spécialement d'attache. Elle avait son petit copain, mais voilà, c'était tout à fait réalisable et faisable. Et elle souhaitait également monter sur Paris. Et David a dit, écoutez, vous vous appelez, vous vous calez, et on voit ce qu'on fait. Donc on s'est appelé, on s'est dit, allez, on se met coloc. Il y a eu d'autres filles qui ont eu la proposition, mais n'ont pas pu accepter ça. Elles n'ont pas eu la proposition parce que c'est nous qui avions pris qui avons fait le choix et la décision, donc qui avions contacté David en disant nous on veut monter. Donc il a pas appelé les joueuses pour dire voilà, est-ce que vous voulez monter. Il savait pertinemment que je pense que c'était quelque chose de délicat à faire, que en plus de ça on ne savait pas vraiment à ce moment-là où c'est que ça allait aboutir. Donc c'était un gros point d'interrogation. Et financièrement non plus, surtout. Et financièrement non plus, c'était encore assez flou. Donc c'était tendu. Mais vous aviez quand même un contrat en arrivant où tu t'es dit juste je me rapproche pour m'entraîner. On avait un contrat, mais de toute façon on avait un contrat parce que en termes d'assurance il fallait assurer. Donc vous étiez quand même déjà rémunéré, on va dire. On était rémunéré, mais c'était assez compliqué la façon dont on était rémunéré. C'était jamais, enfin voilà, il y a eu quelques petits couacs, mais je pense que c'était aussi, j'imagine, complexe aussi pour eux parce que le statut de professionnel dans le rugby féminin n'existait pas, donc il a fallu créer aussi ce statut-là. Donc il y a eu vraiment cette année qu'on a passée à Véros, ça a été une année assez particulière, j'avoue, où notre statut n'était pas encore vraiment clair, où on croisait Pierre Camus de temps en temps dans les couloirs et voilà, on essayait à chaque fois de gratter une petite info ou de lui mettre une pièce, et je pense qu'on lui en a mis quelques-unes. À mon avis, la tirelire à la fin, elle était pleine, mais voilà, il a eu pendant des semaines le contrat sur son bureau. Et donc en fait vous avez été, mais sans réellement avoir de contrat en fait. On a été on était professionnel, vous étiez professionnel dans l'entraînement. Ouais, mais exactement. Pas professionnel dans la discipline. Le statut on était vraiment encore dans un entre-deux où le statut n'était pas encore vraiment. Ok, donc c'est vraiment là, c'est à l'audace entre guillemets de monter sur Paris. Marc aussi, hein, j'imagine. Ouais. Ah oui, c'était vraiment à l'audace. S'entraîner comme ça. Enfin non, s'entraîner, ça me semble logique. Mais ouais, mais il fallait encore qu'on soit bien accueillis aussi par l'équipe masculine, parce qu'au final on s'entraînait avec eux, tout le temps. Donc le soir quand on rentrait, on était sacrément fatigués. Je pense que je me souviens des moments. Il y avait qui ouais, voilà, déjà rien que ça. Donc ça allait. Ça allait au début de l'entraînement. Ouais, après je pense que c'était un petit peu plus compliqué. Non, mais après ça reste des moments, des bons souvenirs vraiment, parce que déjà d'un, ça reste un bon souvenir parce que c'est allé dans le positif, parce que finalement les contrats se sont créés, et après parce que c'est l'aventure aussi qui est belle, donc forcément
on en garde que du positif, que du bon. Ouais, il faut avoir du courage quand même pour se lancer là-dedans. Comme tu dis, sans avoir de certitude sur le contrat, quoi, tu vois. Ouais, j'avoue que rémunéré, la fin du mois. En y repensant, ça c'était pas mal, ouais. Je suis pas sûre que maintenant enfin si, je l'aurais refait. Oui. Je l'aurais refait sans problème, mais c'est vrai que ouais, c'était, je sais pas, j'avais pas cette crainte en fait. Je m'étais dit, de toute façon, si ça marche pas, ben tant pis, je redescends. Ouais, ok. C'est pas grave. Et vous faisiez quand même des tournois, mais vous étiez juste les deux seuls à vous entraîner sur Paris. Exactement. Et puis tout le monde vous rejoignait une semaine ou deux avant de partir, quoi. Ouais, mais je pense que c'est aussi ce qui fait que l'ensemble des filles se sont rendues compte de l'impact que ça pouvait avoir de s'entraîner régulièrement. C'est-à-dire que sur cette année-là, le fait que on augmente notre charge de travail, qu'on augmente nos temps d'entraînement technique, physique. Vous êtes passé de quoi à quoi, en fait? On est passé de 2-3 entraînements par semaine à 2 entraînements par jour. Donc vous faisiez quand même 2-3 rugby à 7 par semaine ou 2-3 clubs? Ah non, 2-3 entraînements à 15 par semaine. Et alors à 7 plutôt, c'était une semaine avant de partir ou c'était partir, faire un stage de 5 jours et jouer le samedi-dimanche comme nous on peut faire, quoi. Ouais, un peu moins de 10 jours avant de partir en tournoi. Ouais, voilà ça. Ouais. Sur place et peut-être là où vous étiez, quoi. C'est ça. Le tournoi faisait office de camp d'entraînement. Ouais, au final, quoi. tu partais une quinzaine de jours et le dernier. 3 fois par an. Quoi. Ouais, c'est ça. 3-4 fois. Ouais, grand max. Ouais. Donc, vous entraînez spécifiquement à 7, juste à 2 fois par jour, plus ou moins? Ouais, enfin, juste à 2 avec l'ensemble des gars. Oui. Mais oui. Oui, non, mais voilà, moi, je me souviens des fois où c'était très, très, très difficile. Mais en fait, on a eu une marge de progression qui a été tellement énorme, impressionnante, que même les filles, quand elles nous retrouvaient, je pense qu'elles ont tilté de suite sur nos passes, sur notre façon de jouer les duels, elles ont de suite vu en fait l'impact que ça avait eu sur notre performance à nous. Oui. Et du coup, pour elles, c'était clair. Elles avoir du mal à suivre le rythme en fait. Ouais, bon, ça va qu'on était 2, donc elles arrivaient. Une dans chaque équipe, c'était bon. Mais je pense que ouais, ça leur a donné envie. Et puis quelque part, on avait de temps en temps des coups de téléphone, des messages, ou quand on se retrouvait, dès qu'on était à table, ouais, ça questionnait, mais ce qui est normal. Tout à fait. Et comment ça se passe, et comment vous le vivez, mais la famille, ça te manque pas, et machin, et comment tu fais, mais t'es pas fatigué. Et en fait, c'est cet échange-là. Où nous, on était toujours dans l'euphorie parce qu'on se disait, mais en fait, on est en train de le faire, on est en train de faire quelque chose de fou. Et tu le vois pas, non. Tu vois, tu t'en rends pas compte. Toi, tu te dis juste, bon, je joue au rugby tous les jours, il y a les mecs qui sont là, donc t'es en galère à courir derrière, à te mettre des séances beaucoup trop dures et en fait, t'as ouvert la porte à quelque chose. Ouais, et quelque part, t'as envie, en fait, que les filles, elles te rejoignent. Ouais, c'est ça. Tu vois, bon, déjà, parce que ça nous évitera de nous entraîner avec les garçons, donc ça serait juste à 2, c'est vrai que le soir, ça va être plus un nombreuses. Ah non, le soir, c'était... Juste à 2. Ah là, c'était horrible. Mais et on avait envie vraiment que les filles adhèrent, en fait, à ce qu'on était en train de vivre. Ils croient, quoi. Enfin, elles y croyaient sûrement, mais... Complètement. Fasse-le pas, quoi. Ouais, leur faire comprendre et voir que, en fait, elles allaient kiffer et que en plus de ça, elles allaient y gagner, quoi. Vraiment sur le plaisir qu'elles allaient y prendre parce que elles allaient améliorer leur performance dans plein de domaines et du coup forcément ça allait avoir une plus-value sur le plan individuel, personnel, mais aussi sur le plan collectif. En gros, c'était simplement arrêter le club, quoi. C'était le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, c'était après compliqué de maintenir une vie de club quand on était... Ouais, mais c'est pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais il faut que le club soit très, très ouvert au fait que les filles soient pas là. Mais c'est pas parce qu'elles sont pas là qu'elles font rien. Même elles font beaucoup plus. Ouais. Mais le club et les joueuses, que quand tu reviens le vendredi, tu joueras le dimanche. Et puis, il y a encore, à l'époque, il n'y avait pas énormément de tournois non plus. Oui, donc, aussi, il y avait des moments où tu pouvais... Enfin, je sais pas comment à ce moment-là, vous avez géré, mais nous, c'est vrai que pour les filles qui sont en Belgique, je peux me permettre de dire que ça a l'air difficile, quoi. Parce que tu joues tous les week-ends, mais tu l'entraînes tous les lundis, puis les mardis, puis la prépa. Ouais, et puis l'école, puis le boulot, et le machin, complètement. Le copain, le machin. Moi, je suis un bon copain, donc elle peut s'entraîner autant qu'elle veut, mais non, c'est clair. Mais c'est des problématiques que rencontrent, j'ai envie de dire, la majorité des athlètes, professionnels ou amateurs. C'est arriver à mêler vie perso et vie pro ou vie amateur, parce que ça, quand on est passionné,
on y consacre énormément de temps, et sans forcément, en plus de ça, s'en rendre compte. Donc ouais, ça peut avoir forcément forcément pas, mais ça peut effectivement avoir des impacts sur les personnes qui partagent notre vie, qui nous entourent, sur nos projets professionnels, et oui, c'est sûr que c'est à chaque fois arriver à trouver la bonne bascule. Bah, des fois elle est pas simple, et des fois des fois tout concorde, c'est dingue. Donc vous avez fait ça 1 an, ouais. Mais après les filles vous ont rejoint sûrement. Ouais, après les filles nous ont rejoint, on était un peu moins de 10 à peu près. Ça fait quand même 8 ans de plus, quoi, ouais. Plus ou moins. Ouais. Qui ont fait le même choix, c'est-à-dire de remonter sur Paris, ouais. Et se débrouiller pour vivre. Ouais, parce que c'est vrai que et voir ce qui se passait, quoi. Effectivement, c'est vrai que les contrats n'étaient pas non plus des contrats assez élevés, donc voilà, fallait... Je sais pas si tu peux dire c'est combien à l'époque. À l'époque, on était à 1100. Ouais, c'est vraiment le... Ouais. Déjà... pour vivre sur Paris, ouais, c'est... 1100 sur Paris, oui. Ouais. Et même... Heureusement qu'il y a les tournants où tu manges à l'hôtel, quoi. Ouais. Ça, c'était chouette quand on partait en tournoi, c'est clair. Mais bon, il fallait quand même payer l'électricité et le loyer de l'appartement. Mais c'est pour ça qu'on s'est pour la plupart mis en colocation. Ouais. Ce qui nous permettait de réduire les charges et tout, et les frais. Mais oui, c'était quelque chose, voilà. En fait, c'était professionnel dans la discipline. Le fait de s'entraîner, mais pas du tout au niveau du statut, quoi. Ouais, le statut était encore un peu light, ouais. Complètement. Un petit peu, ouais. Bon, après, il faut bien lancer, il faut bien commencer quelque part. Oui, et puis on savait que c'était comme ça que ça allait commencer. Ouais. On se doutait bien qu'on n'allait pas nous accueillir les bras ouverts en disant « Mais oui, bien sûr, venez. » Donc, on a des contrats à 3000. On a des contrats à 3000, c'est parfait. Venez autant que vous êtes, ça va bien se passer. Mais ça a poussé pas mal de filles à venir, finalement. Et là, ça a réellement commencé, finalement. Ça a poussé pas mal de filles à venir. Ça a eu un impact sur notre jeu, sur notre performance. Du coup, on a commencé à rivaliser face à des équipes qui étaient déjà professionnelles. Je pense aux Pays-Bas, qui à cette époque-là étaient pro, qui nous marchaient dessus en Coupe d'Europe. C'était un peu notre bête noire. Et en fait, plus ça allait, et plus on a évolué, on a progressé, et on a fini par être meilleur que cette équipe-là. Donc on a eu une marge de progression. Franchement, quand on y réfléchit, en très peu de temps, on a eu une très très grosse marge de progression. C'est quelques années, quoi. Déjà au JO, c'était totalement... c'est 4 ans, on va dire, même pas. 2013, plus ou moins tout le monde arrive, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et 3 ans après, je ne sais plus si vous... Quelle place au JO? On est 6e au JO. Ouais. Mais ça reste... vous n'allez pas au JO pour aller au JO, quoi. Vous allez pour performer, normalement. Ouais. Non, mais clairement, on y allait pour performer. On était physiquement, on était vraiment prêtes. La cohésion et le groupe étaient peut-être pas forcément... aussi fort qu'on le pensait à ce moment-là, et du coup voilà, on fait 6e, grosse déception, mais déception qui nous permet aussi de mettre en place un projet, de bâtir en fait un socle, et je pense que c'est là-dessus encore qu'on est posé depuis 2016. Ça a l'air loin en même temps 2016, mais ça a l'air proche en même temps aussi, en fait. C'est passé super vite. Carrément. Et, comment ça se passe après? Parce que 2016, je pense vraiment les trucs sont lancés là, donc il y a des contrats pour tout le monde. Tu me disais, quand on en parlait, que vous avez dû vous avez mis des paliers aussi. Ouais, donc c'est complètement. Comme vous êtes les premières professionnelles, vous avez voulu établir des choses plus saines un peu. Ouais, oui, je pense que c'est un peu dans cet état d'esprit qu'on est parti. La volonté de, en fait, on s'est dit là, on est dans un désert, il y a rien, il y a tout à construire. Comment on fait, comment on s'y prend, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous caractérise, et qu'est-ce qu'on, justement, à travers ces valeurs-là, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, et quel est le message qu'on veut faire passer aux jeunes quand elles vont arriver. Et je trouve que ce système de paliers, pour nous, il semblait évident, et il reflétait vraiment cette notion en fait d'égalité,
j'ai envie de dire de respect, mais oui, c'est le respect, et de récompense en fait. On fonctionne par palier, c'est-à-dire que ça se fait de manière progressive. Il y a une évolution qui se fait quasiment tous les 2 ans, où il y a une augmentation qui est pour nous gage de reconnaissance sur l'investissement de l'athlète, sur sa capacité à avoir maintenu son niveau de performance. Et du coup, voilà, il y a... C'est au mérite, quoi. Ouais, en respectant le fait que tu t'entraînes, etc. Complètement, complètement. Et en acceptant aussi que une année de blessure n'était pas une année blanche pour la joueuse. C'est-à-dire qu'il y avait... Voilà, on a essayé très rapidement, de manière naturelle, d'accepter en fait à des moments, des années qui pouvaient être plus compliquées pour la joueuse. C'est pas mal, c'est totalement différent, je pense, que du système des garçons. Mais c'est la raison pour laquelle on l'a fait comme ça, oui. Mais parce que vous avez pu sûrement avoir un œil critique par rapport à ça. Complètement. Oui, on s'est aidé aussi du recul qu'il y avait. Après, critique sans vraiment critiquer, parce que voilà, le fonctionnement du rugby masculin est comme il est. Il s'est fait et il a évolué avec la notoriété, avec les sponsors, avec les médias, avec tout ça. J'espère juste que pour nous, il va évoluer également en gardant en fait cette notion de palier et d'égalité. Ouais. On arrive à la Coupe du Monde en 2018. Ouais. C'est ton meilleur souvenir, ça? Ça reste... J'ai une question que je pose souvent. J'y pense. Est-ce que tu aurais préféré une médaille d'or au JO ou à la Coupe du Monde? Te trompe pas. Pourquoi tu poses cette question? Parce que c'est une question que je pose à tous les Olympiens. Je pose la question. En fait, une fois, j'ai une athlète pas belge. Et non, ouais. C'est particulier parce que dans ta question, je suis en position de rétrospective en fait. C'est-à-dire que je vois la Coupe du Monde et je vois les JO. Surtout vous faites médaille d'argent aux Jeux. Ouais, on fait médaille d'argent aux Jeux, mais aux 2, pardon. Mais c'est pas. Non, si tu pouvais choisir, hein, dis-toi, là j'ai ma médaille. Ouais, choisir. Je pense que je sois. Alors, sans réfléchir, clairement choisir, ce serait la médaille d'argent aux Jeux. Enfin, d'or. La médaille d'or. Parce que la médaille d'argent, pardon, on l'a eu. La médaille d'or aux Jeux, parce que c'était, en tout cas, la mémoire, elle est encore assez fraîche par rapport à ça, et c'était vraiment un objectif qui était pour nous atteignable, clairement. Ouais. La médaille d'or à la Coupe du Monde, bien évidemment, je pense que ça aurait été énorme. Maintenant, quand je vois comment s'est déroulée la finale, je me dis, on avait fait un grand pas, on avait vraiment progressé, mais à ce moment-là, clairement, la façon dont on a joué cette finale, ouais, clairement, non, on mérite grandement la médaille d'argent. Par contre, les Jeux, je pense que c'était ça représente aussi quelque chose de différent quand même, les Jeux. Et ça représente aussi quelque chose de différent. Je pense, on va pas le nier, ça aurait certainement eu un impact beaucoup plus fort dans notre pays, même si je sais que ça a eu un impact très très intéressant et que ça a amené des jeunes filles à voir cette discipline peut-être différemment, mais ouais, c'est la médaille d'or au jeu, ouais, carrément. Ça me va. ça non, pour le moment, j'ai toujours cru que des médailles d'or au jeu. Ouais, c'est difficile, évidemment. C'est difficile de pas se le dire, quoi. C'est clair que c'est clairement la médaille d'or. C'est quoi les Jeux, en fait? Enfin, ce que tu peux décrire un peu, c'est quand même... T'en as fait 2 en plus, c'est quand même pas mal. C'est quand même un truc de fou, les Jeux. C'est un truc de fou, et en même temps, c'est un gros piège pour celles et ceux qui veulent en profiter à fond, en fait. On est dans un environnement où on côtoie
tous les meilleurs athlètes du monde, dans toutes les disciplines confondues, certains qu'on a suivis quand on était gamine ou gamin, qu'on croise au self ou en se baladant dans une des rues du village olympique. Et je pense qu'il est tellement facile de sortir de ses objectifs, de sortir du cadre en fait qu'on se fixe quand on a l'envie et la prétention de vouloir gagner une médaille. Ouais. Ce que disait Cécile, il y a énormément de distractions, quoi. La nourriture, je sais même pas imaginer ce que ça peut être. Non, c'est des tentations qui sont toujours présentes. Il y a d'un côté les magasins, les boutiques avec tous les goodies, avec tous les trucs. Donc on a la compète, mais on a quand même envie de ramener des souvenirs pour la famille. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va passer une demi-journée dans le magasin à trouver les goodies avec un monde quand même assez fou, avec plein d'athlètes qui se croisent. On va au self. Il y a je pense qu'il y a une volonté aussi de s'adapter à toutes les populations. Donc il y a des comment dire, des endroits où on peut manger indien, d'autres endroits. Donc on se dit, ce soir, je mangerai truc. Et en fait, on sort complètement d'une alimentation qu'on avait l'habitude de faire, de créer. Et on va tester des trucs très épicés, moins épicés, des pâtes, mais avec de la sauce, parce que celle-là, on la connaît pas. Et en fait, voilà, il y a des tentations qui sont partout. Et je pense que si quelque part on s'y prépare pas un petit peu en amont, en disant attention, voilà comment ça va être, voilà ce que ça risque d'être, on peut partir en live, quoi. Cécile disait encore, je reviens, mais il y a deux types d'athlètes au jeu en fait. Il y a ceux qui vont au jeu et il y a ceux qui vont au jeu pour les gagner. Ouais, complètement. Il y a ceux qui veulent les vivre parce que ils auront peut-être pas forcément la chance de les faire, enfin de les refaire. Et puis je pense que clairement en fonction de comment s'est passée la saison, ils savent que y a pas de... la chance de médaille elle est pas nulle, mais bon, elle risque d'être compliquée. Et il y a effectivement les autres qui sont là parce qu'il y a un objectif, c'est de rentrer avec la breloque. Donc, ceux qui sont là pour gagner, tu les vois pas, en fait. Et la plupart du temps, tu les vois pas beaucoup, ouais. Tu les croises au self, tu les croises pas dans la boutique, tu les croises pas dans les rues, tu les croises pas en train de faire du vélo ou de la trottinette, ou en train de se prendre en photo devant des accessoires, des trucs comme ça. Non, la plupart du temps, tu les vois que le soir avec. Tu les vois pas, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est effectivement la réflexion qu'on s'est fait. Les handballeurs, on les croise très peu. On les croise au moment où ils voient l'entraînement. Après, ce qui quelque part m'a rassurée aussi, c'est que on a essayé aussi d'être le plus discret possible et d'essayer de se focaliser essentiellement sur nous. Je pense que c'est le bon choix, et en même temps, il a fallu aussi gérer cette frustration. Ouais. Toi, tu as vécu les deux. Tu as peut-être pu aussi prendre un peu plus de chaque côté, soit au premier qui était peut-être comme la première fois plus ouvert, vu que il faut aussi que les gens puissent vivre des expériences. Ouais. Et le deuxième, donc ça te permet un peu de dispatcher, mais j'imagine que les jeunes ont dû... Le premier, après, il y avait le Covid, donc c'était encore différent. Ouais, c'était très particulier. Mais bon, le Brésil, c'était aussi très, très particulier dans l'organisation et tout. Quand on sait l'historique de ces JO, c'était un contexte assez particulier. Mais je me souviens, oui, que 2016... clairement, je pense qu'on a pensé à des choses qui devaient se passer après les Jeux, avant de penser au jeu en lui-même. Ouais. C'est mais quand on aura fini, on ira là, et quand on... là déjà, je pense qu'on n'était plus dans les clous, quoi. Après, cette génération-là, l'objectif c'était d'y aller. Ouais. C'était l'objectif dans le sens où pendant 4 ans, vous êtes préparés, 4 ans, je dis... c'est un cycle normal, mais de vous qualifier, l'objectif c'était la qualification au JO. Il y avait la qualification. Et puis on veut une médaille parce que vous aviez le niveau, mais comme c'était une première fois, j'imagine que ça doit vraiment être difficile à gérer. C'était particulier. Il y avait eu cette qualification. Il y avait effectivement le stress de tout l'avant JO, c'est-à-dire la sélection, l'annonce du groupe, l'annonce de ceux qui seront pas au JO, l'annonce de ceux qui vont y être mais qui ne joueront pas parce qu'elles sont réservistes. Donc c'est vrai que là c'était un peu l'inconnu, même si on
on peut s'appuyer sur beaucoup de livres et que relatent certains entraîneurs, certains managers, mais voilà, il faut la vivre vraiment pour se rendre compte des problématiques que ça amène. Et effectivement, ces JO ont été une découverte. Alors malheureuse, heureuse, je pense qu'il y a eu un petit peu des deux, mais en tout cas, elle a été, c'est sûr, bénéfique pour l'ensemble de l'équipe de France, afin de préparer au mieux ceux de 2021. On apprend des expériences, quoi. On en apprend quand on en fait quelque chose, parce qu'on peut en vivre et les laisser passer et ne rien en retirer, parce que des fois c'est trop douloureux, ou des fois c'est c'est bon, c'était facile. Il y a pas besoin d'épiloguer là-dessus, mais je pense que c'est en fonction de ce qu'on fait des expériences vraiment que c'est important. Exactement. Merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir de la meilleure des manières en partageant, en likant, en commentant également vos questions sous les posts Instagram ou sur Facebook. Merci à tous de votre écoute et de votre temps, à bientôt.